J'ai été écarté du voyage que j'avais payé. Ma fiancée m'a dit que son ex était plus important. Sa mère l'avait invité. Alors j'ai bloqué la carte et je les ai laissés en plan. Je m'appelle Raphaël. J'ai 34 ans. Je travaille comme architecte à Paris. Et je ne suis pas riche, mais je vis confortablement car j'ai toujours fait attention à l'argent. Le genre de personne qui maximise son épargne retraite et qui lit vraiment les conditions générales de ses contrats bancaires. J'ai rencontré Juliette il y a 3 ans au mariage d'un ami. Elle était demoiselle d'honneur et j'étais assis à la table des célibataires. Et honnêtement, c'était la plus belle femme à qui j'avais jamais parlé. Le genre de personne qui illumine une pièce sans faire d'effort. Nous avons commencé à sortir ensemble 2 semaines plus tard et au bout de 6 mois, je savais que c'était elle. La personne que j'attendais. Celle qui m'a donné envie de construire un avenir au lieu d'une simple carrière. Elle a emménagé dans mon appartement au bout d'1 an. Nous avons adopté un chat ensemble. Nous parlions d'enfants et de l'endroit où nous prendrions notre retraite. Toutes les choses normales que font les couples lorsqu'ils prévoient d'être ensemble pour toujours. Je l'ai demandé en mariage en mars dernier dans ce petit restaurant italien du quartier latin à Paris. Je me suis mis à genoux là, entre les tables. Et elle a dit oui avant même que j'aie terminé la question. Et je me souviens avoir pensé que c'était ça le bonheur. Cette certitude absolue d'avoir fait le bon choix. Tout allait bien jusqu'à il y a environ 6 mois, lorsque Juliette a commencé à parler davantage de sa famille. Plus précisément du fait que sa mère, Françoise, avait toujours rêvé de visiter l'Italie, mais n'avait jamais eu les moyens d'y aller. La famille de Juliette n'était pas pauvre, mais il n'était pas non plus à l'aise financièrement. Son père travaillait dans le bâtiment et sa mère était comptable à temps partiel, et un voyage en Europe n'avait tout simplement jamais été dans leur budget. Juliette l'a mentionné peut-être 3 fois en quelques semaines, sans jamais rien demander directement, mais toujours avec ce ton triste comme si c'était un rêve impossible. Et un soir après le dîner, je l'ai tout simplement dit. Je lui ai dit que je paierais pour que toute la famille aille en Italie pendant 10 jours. J'ai vu son visage s'illuminer et je me suis senti comme si je faisais cette chose incroyablement généreuse pour les personnes qui avaient élevé la femme que j'aimais. Avec le recul, je vois bien à quel point cela semble naïf. Mais sur le moment, cela me semblait juste. C'était ce que l'on est censé faire lorsque l'on rejoint une famille. Le voyage était prévu pour la fin septembre. Juliette, sa mère et sa jeune sœur, Chloé, qui a 26 ans et travaille dans le marketing. Et j'ai commencé à tout planifier en juillet. J'ai réservé les vols au départ de Paris avec ma carte de crédit pour obtenir les points. J'ai réservé des hôtels à Rome, Florence et Venise. De beaux endroits mais pas de luxe. Des établissements 3 étoiles avec de bonnes critiques. Et j'ai ouvert un compte courant séparé uniquement pour les dépenses du voyage. J'ai transféré 8 000 € sur ce compte. J'ai donné la carte de débit à Juliette et je lui ai dit de l'utiliser pour la nourriture, les musées, les billets de train et tout ce dont elles auraient besoin. Je lui ai spécifiquement dit, je te fais confiance. Utilise-la pour tout ce qui rendra le voyage meilleur. Je veux que vous en profitiez sans vous soucier de l'argent. Et je le pensais vraiment. Sincèrement. Je n'essayais pas de tout contrôler. Je ne demandais pas de reçu et je ne vérifiais pas le solde tous les jours. Je voulais juste qu'elle passe un bon moment. Juliette n'arrêtait pas de me dire merci, à quel point elle avait de la chance et que sa mère allait être émue en l'apprenant. Et honnêtement, je me sentais incroyablement bien par rapport à tout ça, comme si j'investissais dans ma future famille. La seule chose un peu étrange était que je ne partais pas avec elle. Juliette m'a dit que sa mère voulait que ce soit un voyage entre femmes, un moment pour se rapprocher avant le mariage, et je n'y ai pas prêté plus d'attention car j'avais de toute façon un gros projet au travail et je ne pouvais pas vraiment prendre 10 jours de congé. Elles sont parties un vendredi matin fin septembre. Je les ai accompagnées à l'aéroport Charles de Gaulle à 5 heures du matin, je les ai aidées avec leurs bagages, j'ai embrassé Juliette pour lui dire au revoir et je leur ai dit de m'envoyer plein de photos. Les premiers jours ont semblé bien se passer. Juliette m'envoyait par texto des photos du Colisée, de plats de pâtes et de sa mère souriant devant des fontaines. Et nous faisions un appel vidéo tous les soirs vers 20 heures. Mais quelque chose clochait pendant ces appels, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. Juliette sortait toujours sur un balcon ou s'enfermait dans une salle de bain, sans jamais me montrer la chambre ou qui d'autre était là. Et ses réponses à mes questions étaient un peu vagues. Par exemple, quand je lui demandais ce qu'elles avaient fait ce jour-là, elle me faisait un résumé qui ne contenait pas beaucoup de détails.
Je me disais que j'étais paranoïaque, qu'elle était probablement juste fatiguée ou qu'elle essayait de ne pas déranger sa mère et sa sœur. Mais j'avais cette boule au ventre qui se serrait chaque nuit, et je détestais ce sentiment parce que je ne voulais pas être le fiancé jaloux et contrôlant qui ne fait pas confiance à sa compagne. Le 4e soir, je l'ai appelée vers mon heure habituelle, et elle a décroché en vidéo. Elle était dans un restaurant, je pouvais voir des bougies et des verres à vin, et je lui ai demandé comment se passait le dîner. Elle souriait et disait que c'était super. Que la nourriture était incroyable. Et puis la caméra a bougé juste une seconde, juste un balayage rapide sur la table, et je l'ai vu, clair comme le jour, assis juste à côté d'elle avec une assiette de pâtes devant lui. Nathan, son ex-petit ami, le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant moi, assis à une table à Rome à mes frais. Mon cerveau a figé pendant une seconde parce que je n'arrivais pas à assimiler ce que je voyais. Et Juliette a dû s'en rendre compte car elle a rapidement dit « Oh, mon réseau coupe. Je t'appelle demain. » Et elle a mis fin à l'appel avant que je puisse dire un mot. Je suis resté assis là, dans mon appartement, à fixer l'écran de mon téléphone, mon propre reflet dans le verre noir. Et j'ai eu l'impression que le sol entier venait de disparaître sous mes pieds. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai rien fait pendant environ 20 minutes parce que j'avais besoin de penser clairement et de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. J'ai commencé à passer en revue les faits dans ma tête comme si je résolvais un problème d'architecture, exposant les preuves pièce par pièce. Fait numéro 1, son ex était en Italie avec elle. Fait numéro 2, elle n'en avait pas parlé avant leur départ. Fait numéro 3, elle agissait bizarrement lors de nos appels toute la semaine. Fait numéro 4, elle a raccroché à la seconde où je l'ai vue. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une coïncidence où elle l'aurait croisé par hasard à la fontaine de Trévi. C'était planifié. Elle savait qu'il venait et elle ne me l'a pas dit, ce qui signifiait qu'elle savait que je ne serais pas d'accord, ce qui signifiait qu'elle avait choisi de mentir par omission plutôt que d'avoir une conversation honnête. Je me suis senti physiquement mal. Pas encore en colère, mais juste ce profond sentiment d'effondrement comme si on m'avait pris pour un idiot. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié le compte que j'avais ouvert pour le voyage, et le solde indiquait qu'elles avaient dépensé environ 4 000 € jusqu'à présent, ce qui était plus que ce que j'avais prévu pour 4 jours. Mais je lui avais dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, alors peut-être qu'elle mangeait juste bien. Je suis resté assis là pendant probablement 1 heure à réfléchir, à essayer de comprendre quel genre de personne fait ça. Quel genre de personne emmène son ex dans un voyage payé par son fiancé et pense que c'est d'une manière ou d'une autre acceptable. La rage est venue plus tard, mais à ce moment-là, je me sentais juste vide, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et en avait retiré quelque chose d'essentiel, quelque chose dont je ne savais pas que je pouvais me passer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assis sur mon canapé dans le noir à repasser cet appel vidéo dans ma tête, à voir le visage de Nathan à côté du sien, à voir les verres à vin et la façon détendue dont ils étaient assis ensemble comme si c'était tout à fait normal. À 3 heures du matin, j'avais pris ma décision. Et elle n'était pas basée sur l'émotion. Elle était basée sur un principe simple que je n'aurais jamais dû oublier, mon argent s'accompagne de l'hypothèse de l'honnêteté. Et à la seconde où celle-ci disparaît, l'argent doit disparaître aussi. Je n'allais pas les abandonner en Europe. Je ne suis pas ce genre de personne. Les vols de retour étaient déjà payés et les hôtels étaient prépayés via les confirmations de réservation. Elles avaient un toit au-dessus de leur tête et un moyen de rentrer à Paris. Mais tout le reste, chaque repas, billets de musée et trajets en train qu'elles voulaient faire sortaient désormais de leur propre poche, car j'avais fini de financer ce que ce voyage était réellement devenu. À 6 heures du matin, heure de Paris, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai bloqué la carte de débit que j'avais donnée à Juliette. Ensuite, j'ai transféré les 4 000 € restants sur mon compte principal. Cela m'a pris peut-être 90 secondes en tout, et quand ça a été fait, j'ai ressenti un calme étrange, pas de la satisfaction exactement, mais de la clarté, comme si j'avais enfin cessé d'être un participant passif dans ma propre vie. L'appel est arrivé environ 4 heures plus tard. C'était le début de l'après-midi en Italie, et mon téléphone a commencé à vibrer avec le nom de Juliette sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais que je devrais y faire face tôt ou tard. Alors, j'ai décroché et j'ai immédiatement entendu des cris. Même pas un bonjour, elle a directement enchaîné, « Qu'est-ce que tu as fait ? La carte ne marche pas. On est coincé au restaurant et la carte a été refusée. » Sa voix était aiguë et paniquée,
et je pouvais entendre sa mère dire quelque chose d'un ton sec en arrière-plan, mais je n'arrivais pas à distinguer les mots. J'ai gardé une voix neutre et j'ai dit, la carte est bloquée. Le compte est fermé. Vous avez assez pour rentrer chez vous, mais c'est tout. Et il y a eu un silence comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Puis elle s'est mise à pleurer. Pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de colère, me disant que j'étais cruel et contrôlant. Et comment pouvais-je faire ça à sa famille? À sa mère qui avait rêvé de ce voyage toute sa vie. Je l'ai laissé finir et ensuite j'ai posé la seule question qui comptait. J'ai dit, est-ce que Nathan a été invité ou est-ce qu'il a juste débarqué? Et la ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes avant qu'elle ne dise que sa mère l'avait invité parce qu'il avait toujours voulu voir l'Italie et que cela semblait méchant de l'exclure. Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, car cela signifiait que ce n'était pas un truc de dernière minute. Sa mère avait planifié ça probablement des semaines auparavant et Juliette avait accepté sans m'en dire un mot. Je lui ai demandé quand elle l'avait découvert et elle a admis qu'elle le savait depuis environ 2 semaines avant le voyage. Elle a dit que sa mère le lui avait dit et qu'elle ne savait pas comment m'en parler parce qu'elle savait que je serais contrarié. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne signifiait rien. Qu'il n'était plus qu'un ami maintenant. Que sa mère pensait que ce serait sympa pour lui. Et je me souviens avoir pensé à quel point c'était insultant qu'elle croie que j'allais gober ça, qu'elle me prenne pour un idiot au point de penser que son ex-petite amie était juste par hasard un cas social que sa mère voulait inclure dans un voyage à travers l'Italie. Je lui ai dit, tu as eu 2 semaines pour me le dire, et tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi de me laisser le découvrir par hasard, et cela me dit exactement à quel point tu me respectes. Elle a commencé à se défendre en disant que j'étais injuste, que sa mère l'avait mise dans une position impossible, qu'elle ne pouvait pas dire non à sa propre mère. Mais voilà le truc avec les positions impossibles. Elles ne sont impossibles que si vous n'êtes pas prêt à faire un choix. Et Juliette avait fait le sien. Elle avait choisi le confort de sa mère plutôt que ma confiance. Et maintenant, elle était en colère qu'il y ait des conséquences. Sa sœur Chloé a pris le téléphone à un moment donné, plus jeune et plus en colère que Juliette, me disant que j'étais mesquin et vindicatif, et que je gâchais leur voyage pour rien. Je lui ai demandé si elle savait que Nathan venait, et elle a dit, bien sûr qu'elle le savait. Tout le monde le savait sauf moi, comme si j'étais l'idiot qui n'était pas censé être au courant du secret de famille. Ça a fait plus mal que tout ce que Juliette avait pu dire, parce que ça voulait dire que toutes les 3 s'étaient assises pour en discuter, riant probablement de ma naïveté, de la facilité avec laquelle on pouvait dépenser mon argent tout en me mentant en plein visage. Chloé m'a traité de tyran et a dit, les vrais hommes n'utilisent pas l'argent comme une arme. Et je lui ai répondu, les vrais partenaires ne mentent pas pendant 2 semaines d'affilée. Je ne contrôle rien. Je refuse juste de continuer à payer. Je pouvais entendre Françoise en arrière-plan maintenant, la mère de Juliette, dire quelque chose sur le fait que je manquais de respect et qu'elle avait mieux élevé Juliette que pour qu'elle soit avec quelqu'un d'aussi froid. L'ironie qu'elle me traite d'irrespectueux alors que c'était elle qui avait invité l'ex de ma fiancée à un voyage que je finançais ne m'a pas échappé, mais je n'ai pas pris la peine de le faire remarquer car ce n'étaient pas des personnes qui allaient soudainement entendre raison. Juliette a repris le téléphone et sa voix avait changé. Elle n'était plus en colère, mais suppliante. Elle a dit, s'il te plaît, chérie, je suis désolée. J'aurais dû te le dire. Débloque juste la carte et nous en parlerons quand je rentrerai. Une part de moi voulait céder parce que j'avais aimé cette femme pendant 3 ans et l'entendre pleurer me faisait physiquement mal à la poitrine. Mais une plus grande part de moi savait que si je reculais maintenant, je lui apprendrais que le mensonge fonctionne tant que l'on s'excuse après s'être fait prendre. Je lui ai dit que la décision était définitive. Qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin pour rentrer chez elles en toute sécurité. Et que nous parlerions à son retour à Paris. Elle a demandé ce que ça voulait dire, si je rompais avec elle, et honnêtement je ne connaissais pas encore la réponse, alors j'ai juste dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais juste que j'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et posé mon téléphone face contre table car je savais que les appels et les textos allaient continuer à affluer, et j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Quand je l'ai enfin consulté quelques heures plus tard, il y avait plus de 50 messages. De Juliette qui s'excusait, s'expliquait et suppliait. De Chloé qui me traitait de tous les noms auxquels elle pouvait penser. De numéros que je ne connaissais pas et que je supposais être Françoise, bien que je n'ai pas pris la peine de vérifier. J'ai passé toute cette journée dans mon appartement, simplement assis face à ce qui s'était passé,
essayant de comprendre comment j'avais pu rater les signes montrant que Juliette n'était pas la personne que je croyais. La chose qui me revenait sans cesse n'était même pas le fait que Nathan soit là. C'était le mensonge. La facilité avec laquelle elle avait pu me regarder dans les yeux tous les jours pendant 2 semaines en sachant ce qui se préparait et sans rien dire. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un moment de faiblesse. C'est un trait de caractère. Et si elle pouvait mentir sur ce point, elle pouvait mentir sur n'importe quoi. J'ai repensé à toutes les fois où elle s'était éloignée pendant nos appels vidéo. Comment elle ne m'avait jamais montré qui d'autre était dans la pièce. Comment elle avait gardé ses réponses vagues comme si elle essayait de ne pas faire de gaffe. Elle m'avait manipulé, me donnant juste assez d'informations pour me garder heureux tout en cachant la vérité. Et cette prise de conscience m'a donné l'impression d'être sorti avec une étrangère. Mon frère a appelé ce soir-là, Juliette l'ayant apparemment contacté. Et il m'a demandé ce qui se passait d'une voix prudente comme s'il parlait à quelqu'un au bord du précipice. Je lui ai raconté toute l'histoire et il est resté silencieux pendant 1 minute avant de dire « Raphaël, c'est grave, mais es-tu sûr que bloquer la carte était la bonne décision ?» Je lui ai demandé ce qu'il aurait fait et il a admis qu'il ne savait pas, mais il a dit que ça semblait extrême. Tout le monde voulait me dire que j'étais allé trop loin, que j'aurais juste dû avoir une conversation, mais aucun d'entre eux ne semblait comprendre que la conversation était censée avoir lieu avant le mensonge, pas après. Je n'ai pas coupé la carte pour punir Juliette. Je l'ai coupée parce que continuer à payer pour ce voyage aurait signifié accepter ce qu'elle avait fait, et je n'allais pas le faire. L'argent n'était pas le problème. L'argent n'avait jamais été le problème. Il s'agissait de tracer une ligne et de dire, c'est ici que s'arrête ma générosité et que commence le respect de moi-même. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond et j'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment effrayé. J'ai réalisé que si je la reprenais sans réelle conséquence, ce serait ça mon mariage. Une relation où elle prendrait des décisions dans mon dos et s'excuserait seulement quand elle se ferait prendre. J'ai pensé au fait d'avoir 45 ans avec des enfants et un prêt immobilier, et de découvrir qu'elle cachait des choses depuis des années, des choses plus graves qu'un ex-petit ami en vacances. Et je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça juste parce qu'y faire face était inconfortable. Elle avait choisi de protéger les sentiments de sa mère plutôt que notre relation. Et ça m'a tout dit sur ma place dans ses priorités. Elles sont rentrées à Paris 5 jours plus tard et je l'ai su parce que Juliette m'a envoyé un message de l'aéroport pour me demander si je pouvais venir les chercher. Et je n'ai pas répondu parce que la réponse était évidemment non. Et je me suis dit que le silence le disait assez clairement. Elle a appelé 2 fois et j'ai laissé sonner la messagerie. Et quand j'ai finalement écouté les messages, elle avait l'air épuisée et abattue, disant qu'elles avaient pris un taxi et qu'elle voulait me parler dès que possible. J'avais passé ces 5 jours à me préparer à cette conversation, sans répéter des répliques, mais en me mettant dans le bon état d'esprit, en me rappelant que l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect, et que parfois la chose la plus difficile et la bonne chose sont la même chose. Elle s'est présentée à mon appartement le lendemain matin. Elle avait toujours sa clé, alors elle est entrée toute seule. Et j'étais assis sur le canapé avec un café quand elle est entrée dans le salon. Elle avait l'air terrible, fatiguée, pâle, et on aurait dit qu'elle pleurait depuis des jours. Et mon premier instinct a été de la réconforter car c'est ce que font 3 ans d'amour pour quelqu'un. Mais je suis resté assis et je lui ai demandé de dire ce qu'elle était venue dire. Et elle s'est assise en face de moi et a commencé à s'excuser, me disant qu'elle savait qu'elle avait commis une grave erreur et qu'elle aurait dû me parler de Nathan dès le début. Elle m'a dit que sa mère le lui avait annoncé par surprise 2 semaines avant le voyage, que Nathan avait apparemment parlé de son envie de visiter l'Italie, et que Françoise avait pensé que ce serait sympa de l'inclure puisqu'il avait toujours été bon pour leur famille. Juliette a dit qu'elle avait paniqué et ne savait pas comment me le dire, car elle savait que je serais soit blessé, soit que j'essaierais d'annuler complètement le voyage. Et elle s'était convaincue qu'il serait plus facile de laisser faire et de gérer les retombées plus tard. Je lui ai demandé si elle comprenait pourquoi c'était pire, pourquoi choisir de le cacher était pire que la situation en elle-même, et elle a hoché la tête en disant qu'elle le comprenait maintenant. Mais à ce moment-là, elle essayait juste de satisfaire tout le monde. Cette phrase, essayer de satisfaire tout le monde. C'est ce qui m'a fait réaliser que ce n'était pas réparable, car elle avait inclus tout le monde dans cette équation, sauf moi. Je lui ai dit, tu n'essayais pas de me garder heureux. Tu essayais de me garder dans l'ignorance. Il y a une différence. Et elle s'est remise à pleurer, disant qu'elle m'aimait et que ça ne changeait rien entre nous. Mais ça a tout changé entre nous,
parce que j'avais passé 3 ans à penser que j'étais avec quelqu'un qui valorisait l'honnêteté et il s'est avéré que j'étais avec quelqu'un qui valorisait davantage l'évitement des conflits. Je lui ai posé des questions sur Nathan, sur ce qu'il faisait là-bas à part simplement s'incruster. Et elle a juré qu'il ne s'était rien passé entre eux, qu'ils dormaient dans une chambre séparée et qu'ils se parlaient à peine, sauf lors des dîners de groupe. Je lui ai répondu que je la croyais vraiment, parce qu'il ne s'agissait pas de savoir si elle m'avait trompé. Il s'agissait de savoir si elle me respectait assez pour m'inclure dans les décisions qui affectaient notre relation. Elle n'arrêtait pas de dire que sa mère l'avait mise dans une position impossible. Que si elle avait refusé la venue de Nathan, sa mère aurait été blessée et en colère. Je l'ai regardé et j'ai dit, donc, tu as choisi le confort de ta mère plutôt que ma confiance. Et maintenant tu es surprise que cela ait des conséquences. Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle est restée assise là à pleurer et à demander ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. J'avais réfléchi à cette question pendant des jours et j'avais réalisé qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire, car le problème n'était pas une erreur. C'est son instinct face à un choix difficile. Son instinct était de mentir, d'arrondir les angles et d'espérer que tout se passe bien. Ce n'est pas quelque chose que l'on répare avec des excuses. C'est quelque chose de fondamental dans la façon dont une personne fonctionne. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne prenais aucune décision définitive dans l'immédiat, mais que je ne pouvais pas simplement reprendre une vie normale comme si de rien n'était. Elle a demandé si je voulais qu'elle déménage, et j'ai dit oui, au moins temporairement, parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans qu'elle soit physiquement dans mon appartement. Elle avait l'air dévastée et a demandé si ça signifiait que nous rompions, et je lui ai dit, honnêtement, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je sais qu'en ce moment je ne te fais pas confiance, et je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux retrouver. Elle a fait un sac cet après-midi-là, a pris des vêtements, des articles de toilette et le chat, car elle avait toujours été plus proche de lui de toute façon. Et quand elle est partie, elle s'est retournée à la porte et a dit, « Je suis tellement désolée, Raphaël. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Je crois qu'elle n'a jamais voulu me faire de mal, mais je savais aussi que l'intention n'efface pas l'impact. Et l'impact de ses choix était que j'avais passé 2 semaines à me sentir comme un idiot tout en finançant des vacances qui incluaient son ex-petite amie. Les semaines suivantes ont été étranges. Nous nous envoyions des textos de temps en temps, et elle me tenait au courant de l'endroit où elle logeait, c'est-à-dire chez sa sœur, et elle me demandait si j'étais prêt à parler. Mes amis étaient divisés sur ce que je devais faire. La moitié d'entre eux pensaient que je devais lui pardonner parce que tout le monde fait des erreurs et que la relation était par ailleurs bonne, et l'autre moitié pensait que je devais partir parce que si elle pouvait mentir à ce sujet, elle pouvait mentir sur n'importe quoi. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce à quoi ressemblerait réellement un mariage avec Juliette. Et je revenais sans cesse à la même image, moi découvrant des années plus tard qu'elle avait pris des décisions majeures sans me le dire parce qu'elle ne voulait pas affronter les conflits. Peut-être que ça concernerait l'argent, l'endroit où nous vivrions ou la façon dont nous élèverions nos enfants, mais le schéma serait le même. Elle fuyant les conversations difficiles et moi me sentant pris au dépourvu quand la vérité éclaterait. J'ai réalisé que je ne voulais pas de cette vie. Je ne voulais pas passer 40 ans à me demander ce que je ne savais pas d'autre. Environ 1 mois après son déménagement, je lui ai demandé de me retrouver pour prendre un café et je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer. Que je l'aimais, mais que je ne lui faisais pas confiance et que je ne voyais pas de chemin pour retrouver cette confiance. Elle a pleuré et a demandé si j'allais vraiment jeter 3 ans à la poubelle pour une seule erreur. Et je lui ai dit, ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait chaque jour pendant 2 semaines. Chaque fois que tu m'as regardé sans me dire ce qui se passait, tu as choisi cette issue. Elle a quitté ce café et je ne lui ai pas reparlé depuis, sauf par texto pour des questions de logistique, qui garde quel meuble, ce genre de choses. Sa famille pense que je suis cruel. Je le sais parce que Chloé a posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos des hommes qui utilisent l'argent pour contrôler les femmes. Et je suis sûr que Juliette a raconté sa version de l'histoire où je suis le méchant qui l'a abandonné pour rien. Mais ça me va d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre parce que je sais ce qui s'est réellement passé. Je sais que je lui ai donné une chance d'être honnête et qu'elle a choisi de ne pas la saisir. 3 mois plus tard, je vais bien. Je ne sors encore avec personne, mais je n'y suis pas fermé non plus. Et surtout, je me sens simplement soulagé d'avoir découvert qui était vraiment Juliette avant notre mariage plutôt qu'après. Les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, si j'aurais aimé être moins extrême. Et honnêtement, non. Je ne le regrette pas,
car ce moment où j'ai bloqué la carte a été le moment où j'ai décidé que le respect de moi-même comptait plus que de maintenir la paix. Juliette n'est pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui donne la priorité à l'évitement des conflits plutôt qu'à l'honnêteté. Et c'est très bien pour elle, mais ce n'est pas bien pour moi. Je repense parfois à cet appel vidéo en voyant Nathan assis là à côté d'elle. Et je me souviens de cette sensation dans mon estomac. Cette prise de conscience soudaine qu'on m'avait menti. Ce sentiment m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que la générosité sans limite n'est rien d'autre que se laisser manquer de respect. Et que la confiance, une fois brisée, ne guérit pas simplement parce que quelqu'un s'excuse. Je ne suis plus en colère. Je suis juste lucide sur ce que je mérite. Et ce que je mérite, c'est quelqu'un qui me dit la vérité même quand c'est inconfortable. Quelqu'un qui m'inclut dans les décisions qui nous affectent tous les deux. Juliette n'était pas cette personne. Et je suis heureux de l'avoir découvert à temps. Perdre de l'argent fait mal, mais perdre des années avec la mauvaise personne fait encore plus mal. Commentaire, je tenais à vous dire ce qui m'a profondément touché dans cette histoire. Pour moi, se respecter soi-même reste l'une des choses les plus importantes. Poser des limites claires n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour protéger sa paix d'esprit. La gentillesse garde toute sa valeur, mais elle ne doit jamais nous faire oublier notre dignité. Nous avons la responsabilité de choisir ce qui nous fait du bien sur le long terme. Parfois, il faut du courage pour préférer sa sérénité à une relation qui nous abîme. La guérison demande du temps, et il est tout à fait normal de se l'accorder. Je vous invite à réfléchir tranquillement à vos propres limites dans vos relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent vraiment et pleinement. Prenez soin de vous et avancez vers ce qui vous apporte une véritable paix intérieure. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.